Donc, bonsoir, rebonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Nous allons donc poursuivre notre exploration de l'astrologie pour les débutants, les bases de l'astrologie et surtout l'astrologie pour les gens qui font du design humain. Donc, je vais vous partager mon écran pour que nous puissions voir la petite présentation qui est là. Est-ce que vous voyez ma souris? Normalement, vous voyez la souris. OK. Donc, nous avons terminé sur les signes et les maisons. Et je voulais refaire un petit point assez rapide sur les aspects avant de passer à la suite. Alors, excusez-moi, j'ai juste un tout petit truc ici. Hop, là. Voilà. Alors, donc les aspects, on ne va pas rentrer dans les détails parce que ça demanderait évidemment un enseignement en soi. Simplement, les aspects, c'est juste pour vous expliquer brièvement ce que c'est. C'est ce qu'on voit ici au centre du disque zodiacal. Ce sont toutes les lignes qui relient les planètes entre elles et qui portent des couleurs différentes. Ces lignes portent des couleurs différentes parce qu'elles représentent des aspects différents auxquels on attribue des qualités différentes. Donc, dans l'astrologie traditionnelle, il y a des mauvais aspects et des très bons aspects. Dans l'astrologie psychologique, on a plutôt, on va dire, des aspects de tension et des aspects harmoniques, histoire de dire que c'est pas aussi blanc et noir que ça. Donc, vous vous rappelez au début, on a parlé de cette histoire de degrés, que chaque signe représentait 30 degrés et donc le total 360. C'est là que ça va nous être utile pour calculer les aspects. Alors, le premier aspect le plus simple, c'est le sextile, qui sépare ici, par exemple, l'ascendant. Donc, j'ai repris la carte du 9 novembre, le jour où j'ai préparé cette présentation. Entre l'ascendant ici et le nœud nord ici, on a une ligne verte qui représente un sextile. Le sextile, c'est 60 degrés. Donc, c'est un aspect dit harmonique, positif, etc. Quand on passe à 90 degrés, par exemple ici, toujours notre nœud nord, 90 degrés avec Neptune ici, il est en rouge parce que c'est un aspect dit dissonant ou de tension. La tension, ça fait aussi de la friction et ça peut permettre de grandir. C'est pour ça qu'on considère que ce n'est pas forcément un aspect négatif en soi. Quand on passe de 90 à 120 degrés, on va avoir ce qu'on appelle un trigone, par exemple ici. Donc si on compte ici, on est ici à 0, 30, 60, 90. Évidemment, j'ai pas cliqué au bon endroit, je reprends. 30, 60, 90, 120. Donc 120 degrés, c'est un trigone, ligne bleue, entre donc ce nœud nord et Vénus ici. Donc on dira Vénus étant trigone au nœud nord, Neptune étant trigone au nœud nord, et ici l'ascendant étant, Neptune étant carré au nœud nord, et l'ascendant étant sextile au nœud nord. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a l'opposition. L'opposition, c'est 180 degrés, donc deux planètes opposées. Donc, par exemple, ici, Vénus 180, hop, une ligne toute droite face à Mars en face. Donc, Mars opposé à Vénus. Est-ce que j'en oublie? Disons que là, on a les aspects majeurs. Après, il y a d'autres aspects qu'on peut prendre en considération qui ne sont pas représentés ici sur cette carte, parce que ce jour-là, il n'y en avait pas. Mais déjà, ça vous donne une base. Donc, évidemment, l'aspect que j'ai pas cité qui est évident, c'est la conjonction quand on a deux planètes communes, comme on avait ici donc Jupiter conjoint à Pluton, qui sont vraiment apparemment là 0,5 degrés d'écart, donc vraiment très très proches. Donc, une fois qu'on aura posé le thème, une fois qu'on aura vu les planètes qu'on va voir juste après, on va pouvoir voir comment elles sont disposées les unes par rapport aux autres, si elles sont dans un aspect de friction, de tension, ou si au contraire elles sont dans un aspect harmonique, ou si elles n'ont aucun aspect, ce qui dit aussi, ce qui nous donne aussi certaines informations. Et c'est un aspect un élément du thème qui peut être intéressant et surtout qui est très visuel. Quand on voit un thème, on voit par exemple ici, sur ce thème-là du 9 novembre, on voit que Saturne, Jupiter et Pluton sont au centre de beaucoup d'aspects. Donc il y a tous ces carrés qui partent de ce côté-là, il y a un sextile qui part ici avec Neptune, un sextile qui part ici au Soleil, un carré qui va ici à Mercure. Donc on voit qu'ils sont au centre de quelque chose d'important et c'est cette fameuse conjonction Saturne-Jupiter-Pluton qui a commencé en mars 2020, comme par hasard, au moment où on a commencé à avoir un petit peu quelques soucis, notamment en France et puis dans le monde en général aussi, quoi. Donc voilà, donc ça c'était juste un petit tableau d'ensemble sur les aspects. Évidemment, il y a beaucoup de choses à en dire et beaucoup de choses à creuser, mais là je voulais juste vous le présenter rapidement.
Donc les maisons, on les a vues et donc il nous manquait à voir, les aspects, les symboles et les différentes, planètes. Donc, les symboles sont, je pense, assez explicites pour la plupart. On a d'abord le soleil, donc avec le point de l'individualité au centre du cercle de l'intégralité et du potentiel. Donc ça, ce sont les symboles de l'astrologie qu'on retrouve aussi en design. Le seul symbole du design qu'on n'a pas ici sur la liste, c'est le symbole de la Terre. C'est un cercle avec une croix au milieu. Donc comme le soleil, mais avec une croix au centre. Il n'est pas représenté en astrologie, comme je l'ai dit, parce que la Terre, en astrologie, c'est là d'où l'on parle. Donc, ça ne peut pas être un point dans l'espace. C'est pour ça que ça reste un petit point sur lequel j'ai du mal à comprendre comment le design fait son truc. Mais bon, en design, la Terre est toujours opposée au Soleil. Ce n'est pas un point en soi, c'est le point opposé au Soleil, en fait. Enfin, c'est un point, mais c'est pas un astre, en fait. Ensuite, la Lune, bon, le croissant de Lune, ça paraît assez évident. Le croissant de la réceptivité, parce que la Lune, elle brille grâce à la lumière qu'elle reçoit. Donc c'est vraiment la planète de la réceptivité. Peut-être qu'au fur et à mesure, je pourrais vous donner la symbolique des planètes, ce serait peut-être malin. Donc le Soleil, comme vous le savez, c'est le centre un des points les plus importants du thème. En design, on dit aussi que c'est 70 de notre empreinte. C'est vraiment ce que nous sommes dans notre personnalité, ce que nous rayonnons, ce que les autres voient de nous et ce qui est donc un des points les plus importants du thème. La Terre en design, ça va être le point opposé, c'est là qu'on prend notre ancrage. La Lune représente donc, c'est le côté réceptif, donc elle représente tout notre monde intérieur, nos besoins profonds, notre vie émotive, éventuellement le rapport à la mer, alors que le Soleil pourrait représenter le rapport au père, en sachant que c'est pas aussi, blanc et noir que ça, mais ça peut. En design, on ne parle pas de père et de mère d'ailleurs, ça c'est vraiment que du langage astrologique. Et les fonctions de chaque planète en design particulièrement, on va les revoir, un petit peu plus tard. Donc je ne vais pas trop m'appesantir là-dessus, je reste pour l'instant sur l'astro. Ensuite, on a Mercure avec la croix de la Terre, c'est-à-dire de la matière, le cercle de l'esprit et le croissant de la personnalité, qui fait comme des petites antennes, parce que Mercure représente donc la communication, les échanges. Donc tout ce qui est aussi littérature, écriture, radio, presse, l'intellect, la communication. Et donc pour la personne, c'est toute l'activité mentale intellectuelle à un niveau quotidien de communication et d'échange au niveau de tous les jours. Ensuite, Vénus avec le cercle de l'esprit et la croix de la Terre, qui est le symbole classique utilisé pour le féminin. Donc effectivement, le féminin, pour une femme, son féminin intérieur, pour un homme aussi, son féminin intérieur éventuellement. Notre capacité à rentrer en relation, notre capacité à être en relation, nos valeurs et aussi nos rapports à la valeur en général, valeurs matérielles, nos rapports à l'argent, le rapport voilà, à tout ce qui est la matière en général. Mars ensuite, bon, ça paraît assez évident aussi, le cercle de l'esprit et la flèche de l'action, donc qui représente le symbole du mâle en biologie, etc. Donc c'est toute cette énergie virile, masculine, qui va représenter dans un thème de femme ce qu'une femme cherche chez un homme, par exemple. Là où Vénus va représenter pour le thème d'un homme ce qu'un homme cherche chez une femme, par exemple. En sachant que Vénus et Mars, à chaque fois, ce sera vraiment le masculin-féminin tel qu'on le recherche dans la relation. Alors, je vous avoue que pour tout ce qui est relation non hétéro, j'ai pas encore assez creusé la question, mais il y aura certainement beaucoup de choses à dire aussi là-dessus. Simplement, je vais rester pour l'instant sur quelque chose de très normé et très basique pour pas trop rentrer dans les détails. Mais évidemment, il y aurait aussi beaucoup, beaucoup de choses à dire, en sachant que l'astro peut être très genré, alors que le design, pas du tout. Donc ça, c'est aussi une des différences que je trouve intéressante. Quand on regarde le thème de quelqu'un en astro, c'est très important de savoir si c'est un homme ou une femme, alors qu'en design, pas du tout. Donc voilà. Donc ce que je disais, Vénus et Mars vont représenter à chaque fois plutôt le partenaire ou la partenaire, alors que Soleil et Lune vont pouvoir représenter le rapport au masculin et au féminin, plus dans un côté paternel-maternel. Voilà, ici, donc on a ce qu'on appelle les deux luminaires, Soleil et Lune, et les trois planètes vraiment personnelles, en sachant que le Soleil est aussi une planète en astro. En astrologie. Donc là, on a les planètes vraiment personnelles. Ensuite, avec Jupiter et Saturne, on commence à aller déjà dans un peu au-delà du personnel seul. C'est pour ça que quand on regarde le thème d'un enfant, par exemple, un enfant, on va regarder surtout un petit enfant, on regarde Soleil, Lune,
ascendant, et éventuellement Mercure, et on s'arrête là. Parce que tout le reste des planètes, tout le reste de ces archétypes-là, pour un enfant surtout petit, sont pas encore complètement intégrés. Pas du tout même. Jupiter, on a la croix de la matière et la courbe de la personnalité qui s'élève au-dessus. Donc on se déploie, on s'ouvre. Avec Jupiter, on peut le livre, alors je vous ai pas forcément montré les livres que j'ai utilisés. Je vous ferai une liste de bibliographies aussi. Mon premier livre avec lequel j'ai appris l'astrologie, c'est «L'astrologie pour les nuls», tout simplement, que j'aime beaucoup, qui est plein d'humour et puis qui est assez sérieux, enfin qui est pas mal du tout, et qui parle de Jupiter comme Monsieur Plus. Moi, j'ai bien aimé cette métaphore de Monsieur Plus parce que voilà, il fait plus de tout. Donc c'est l'ouverture de conscience, et cetera. C'est le point dans le thème où on va pouvoir s'ouvrir, où on va pouvoir, ouvrir notre conscience, apprendre des choses. Heu, Classiquement, c'est une planète qui est aussi associée à la chance. Donc moi, je ne crois pas trop à la chance en termes de: «Il faut jouer au loto le jour où Jupiter ceci, cela». Mais ça peut donner aussi des indications. C'est une planète qui est connotée de façon très positive. Juste après, on a, Saturne, qui présente la croix de la matière et les circonstances qui s'élèvent donc à partir du croissant de cette, personnalité. Donc l'idée, c'est de nous créons nos propres limitations. Parce que autant Jupiter est dans l'expansion, autant Saturne va être dans la restriction. C'est ce mouvement qui est nécessaire à la vie de toute façon. On ne peut pas passer son temps à s'ouvrir. Au bout d'un moment, il faut revenir sur soi. Donc Saturne va nous indiquer le moment où, on doit le moment ou le point où on est peut-être un peu limité, mais limité parce qu'il faut intégrer certaines limites aussi dans la vie en général. Le cadre, le temps, la structure, le fait qu'on a besoin de mettre d'abord une bonne base avant de pouvoir évoluer, dans quoi que ce soit, et dans un thème, quand on n'a pas intégré quand je dis qu'on n'a pas intégré Saturne, on n'a pas intégré le cadre, on n'a pas intégré la loi, les limites, mais on peut rien construire, en fait. Donc oui, par moment, il peut être un peu limitant, il peut être un petit peu agaçant, mais c'est nécessaire de toute façon pour construire une personnalité saine, et en même temps, suivant comment il est positionné dans le thème, on peut avoir un Saturne, par exemple, qui vient de quelqu'un d'autre et qui va pouvoir éventuellement étouffer d'autres points du thème. Par exemple, hem, j'avais fait le thème d'une amie qui me disait qu'elle était Gémeaux, et donc je lui dis comme ça, sans voir sa carte, je lui dis: «Bah, le Gémeaux, il a telle et telle caractéristique», et cetera, et elle me dit: «Moi, c'est bizarre, je le sens pas tellement», et c'est vrai que je le sentais pas trop chez elle, et effectivement, sur son soleil Gémeaux, elle avait Saturne dessus. Donc le Saturne avait tendance un peu à étouffer ce soleil Gémeaux qui pouvait pas s'exprimer pleinement. Simplement parce qu'il n'avait pas pleinement intégré cet aspect retour à l'essentiel pour pouvoir faire briller son soleil, pleinement. C'est pas une fatalité d'avoir Saturne sur le soleil, hein. Si c'est votre cas, ne vous inquiétez pas. C'est juste que ça implique un certain travail comme n'importe quelle, configuration. Donc ici, donc on a ces 2 planètes Jupiter, Saturne qui sont plus tout à fait des planètes seulement personnelles, mais on commence à rentrer dans le transpersonnel, et après Saturne, alors après Saturne, astronomiquement, on a Chiron qui est ici, enfin dans l'ordre du système solaire, autour de la ceinture de Kuiper. On a Chiron qui est à moitié une planète, à moitié un astéroïde, donc on ne sait pas trop. En plus, il a une orbite complètement irrégulière, donc c'est un peu n'importe quoi, mais qui est aussi un astéroïde, en tout cas très intéressant, qui est assez utile. Alors en design, c'est paradoxal parce qu'on utilise le cycle de Chiron, mais on n'utilise pas la position de Chiron. Donc bon, voilà, c'est comme ça. Vous pouvez voir la position de Chiron dans votre carte en design, mais c'est surtout en fonction de votre profil, c'est le cycle de Chiron qui va être intéressant pour vous. Donc Chiron représenté ici, alors je ne sais pas si je l'avais noté, oui, c'est, donc le cercle toujours de l'esprit avec le K soit qui représente a priori la ceinture de Kuiper, donc la ceinture d'astéroïdes située entre Saturne et Uranus, ou éventuellement Chiron, même les initiales, parce que les anglophones écrivent Chiron avec un K. Il y aurait aussi encore, on pourrait faire tout un atelier sur Chiron, c'est une histoire, super intéressante et qui dit beaucoup, beaucoup de choses aussi. Mais pour aujourd'hui, on va passer rapidement, et donc après Saturne et Chiron, on passe dans ce qu'on appelle les transsaturniennes, au-delà de Saturne, que sont donc les 3 dernières planètes du système solaire, Uranus, Neptune et Pluton, qui sont là pour le coup vraiment les planètes, du collectif, du transpersonnel, où on est vraiment au-delà de la personnalité. Donc Uranus nous intéresse beaucoup en design humain, qui représente, alors selon comment on a envie de le voir, soit une antenne de télé,
soit le H qui représente, l'initiale de William Herschel, qui a été celui qui a découvert, Uranus, l'astronome qui a découvert Uranus en 1781. Ceux qui connaissent déjà un petit peu le design vont se dire: «1781, ça me rappelle quelque chose». J'y reviendrai plus tard. En tout cas, Uranus, c'est une planète très importante, pour le design. Et en astrologie, planète qui représente tout ce qui est la nouveauté, parce que c'est quand même une planète qui a été découverte en 1781. Je ne sais pas si 1780 ça vous rappelle quelque chose. Quelques années après, il s'est passé des choses en France. Donc c'est une planète qui est associée justement à la révolution, à, la nouveauté, l'innovation, toutes les choses, qui sortent des sentiers battus, qui font qu'on n'est pas dans quelque chose de conventionnel. Et en même temps, le cycle d'Uranus nous encourage aussi à rentrer dans notre, à rentrer dans ce processus d'individuation tel que Jung nous l'a proposé et à s'individuer vraiment, à être vraiment qui nous sommes pleinement, aussi innovants, aussi différents, aussi uniques que nous puissions être. Donc ça, c'est pour Uranus. Et Uranus est spécialiste aussi des choses, non prévues et des choses qui arrivent sans qu'on les voit venir, les surprises et cetera. Pas forcément toujours des bonnes surprises, mais en tout cas, c'est subi. Subi dans le sens, ça arrive subitement, pas forcément quelque chose qu'on doit subir. Ensuite, on a Neptune, qui est simplement représenté par le trident du dieu Neptune, qui est associé, au signe du Poisson, forcément, et qui représente tout ce qui est le rapport à la spiritualité, le monde intérieur, le rapport à la création, aux idéaux spirituels, donc tout ce qui est associé classiquement au signe des Poissons. Alors je vous ai pas fait le reste des correspondances. Uranus, c'est le Verseau, Saturne, Capricorne, Jupiter, Sagittaire, Mars, le Bélier, Vénus, Taureau et Balance, Mercure, Vierge et Gémeaux, la Lune, le Cancer et Soleil, le Lion. Et pour finir, on a Pluton avec un symbole intéressant aussi, où on a un peu le motif du trident avec simplement un cercle à la place de la pointe centrale. Parfois, on le retrouve présenté différemment, on le retrouve sous la forme d'un P avec la barre qui continue en L. C'est une façon alternative de le représenter. Selon les logiciels, parfois les symboles ne sont pas exactement les mêmes. Pluton pour les Romains, c'était le dieu des enfers. Donc c'est la planète qui va nous indiquer le rapport à ce qui est caché, le rapport au pouvoir, le rapport à la mort, le rapport à ce cycle vie, mort, vie. Quelque chose doit mourir pour que quelque chose d'autre puisse prendre sa place. Le rapport à notre puissance, est-ce qu'on intègre pleinement notre puissance? C'est tout ça que Pluton va nous indiquer dans notre carte astrologique. Ensuite, nous avons le nœud nord et le nœud sud qui sont aussi très utilisés en design. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le nœud nord et le nœud sud ne représentent pas des astres, ce sont des points, ce qu'on appelle des points fictifs, des points de rencontre entre plusieurs axes, et cetera. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, parce que ça pourrait faire l'objet aussi d'un atelier en soi. Simplement, sachez que, dans une carte en astro, on ne représente que le nœud nord, parce que le nœud sud est toujours en face. C'est comme, le soleil et la terre en design. On dessine le nœud nord. Je peux vous le montrer dans la carte qu'on avait, précédemment. Tout à l'heure, on avait, voilà, parlé du nœud nord qui est donc ici et en face, on a le nœud sud, mais il est pas représenté parce qu'il est toujours là, parce que c'est évident. Donc par convention, on dessine que le nœud nord. Il faut juste calculer. Ici, on a le 3e décan, donc 20°, 22°, donc on va avoir un nœud nord à peu près, un nœud sud, pardon, à peu près ici. Voilà, donc juste pour vous donner le symbole. Et ensuite, on a donc la lune noire, qui n'est pas utilisée en design, même si évidemment on peut calculer sa position, qui représente donc la lune noire, une lune noire avec en dessous la croix de la matière, qui va représenter notre blessure, le point où on a peut-être une grande douleur à traverser, et vraiment la traverser, c'est-à-dire aller dedans pour pouvoir la transcender et la dépasser et intégrer pleinement la leçon. Encore une fois, Lilith, ça pourrait demander aussi un atelier en soi, parce que c'est tout un sujet. Donc, pour finir là-dessus, je vous présente un petit tableau récapitulatif. Donc encore une fois, je vous mettrai tous ces documents sur mon site internet où vous pourrez les télécharger pour les retrouver. Donc vous avez ici la correspondance entre à chaque fois le signe, le symbole, le maître, ce qu'on appelle le maître, le symbole du maître et le numéro de la maison correspondant. Vous voyez ici un autre symbole pour Pluton qu'on n'a pas vu tout à l'heure.
Saturne, il est aussi un petit peu différent. Elles sont toutes là? Oui, elles sont toutes là. Voilà. Donc sur cette base-là, je voulais simplement rapidement vous donner quelques petites clés de comment commencer une interprétation. Donc, quand on regarde une carte astrale, on va regarder la planète. Alors, comme je vous ai dit, on peut aussi, par exemple, faire l'interprétation en regardant les maisons dans l'ordre. On peut dire qu'est-ce qu'il y a dans la maison 1, comment cette personne construit son identité. Qu'est-ce qu'il y a dans la maison 2, comment est-ce que cette personne, sur quoi est-ce que cette personne base ses valeurs, par exemple, etc., etc. Donc, on peut faire l'analyse dans ce sens-là. Dans tous les cas, il faut que chacun développe sa méthode. Moi, je peux vous parler de ma méthode à moi. Ça peut faire l'objet aussi d'un atelier séparé. Mais les bases de lecture vont être les mêmes, simplement il faut que chacun choisisse sa méthode pour rentrer dans un thème, parce qu'il y a tellement d'informations qu'il faut bien, serrer un petit peu et trouver une façon logique de procéder, sinon on s'en sort pas. Donc la façon que j'ai moi de travailler, c'est de considérer que les planètes représentent les acteurs et comme le nom. Je vais vous donner un exemple après. Les maisons vont représenter l'acte et donc comme le verbe, et le signe va représenter le décor et donc l'adverbe ou l'adjectif. Donc pour, vous donner un exemple, je vais partir de mon exemple à moi. Par exemple, j'ai le soleil, mon soleil donc la planète la plus importante, en Verseau, en maison 3. Donc si je prends si j'essaie de faire une phrase avec ça, on va dire, ça dira que la tendance générale de ma personnalité extérieure, donc le soleil, est de communiquer et de vivre ma vie intellectuelle, maison 3, de façon innovante, intuitive, tournée vers l'avenir et hors des sentiers battus. Ça, c'est le Verseau. Donc le soleil, c'est le sujet, le verbe, c'est la maison, et l'adverbe ou l'adjectif, ça va être le signe. Un autre exemple, tiré aussi de mon thème, moi j'ai donc la lune en Lion en maison 9. Donc mon monde intérieur émotionnel, mes besoins profonds, ça c'est la lune, sont d'apprendre et d'élargir ma conscience, maison 9, en mettant ma propre expérience au centre de ce processus, en me plaçant sous le regard des autres et éventuellement en recourant à l'expression artistique et la scène. Ça, c'est le signe du lion. Donc, c'est présentement ce que je suis en train de faire. Là, maintenant, je mets ma propre expérience au centre du processus d'apprentissage et de transmission d'enseignement. Voilà. Donc, ça, c'était juste un petit exemple. Évidemment, c'est très frustrant parce que c'est beaucoup trop rapide. J'entends, mais c'était juste pour vous donner une petite base de comment on peut rentrer dans un thème en regardant. Alors moi, en général, je commence par regarder le soleil, la lune et l'ascendant. Déjà, soleil, lune, ascendant, position en maison, position en signe, position en aspect avec les autres planètes, on a déjà beaucoup, beaucoup d'informations. Et quand plus après on creuse, plus on va retomber sur toujours les mêmes informations, parce qu'un thème raconte toujours la même histoire. Donc, vu qu'il raconte toujours la même histoire, quel que soit le chemin d'entrée par lequel on y accède, on va à un moment retomber sur ses pattes et commencer à se répéter. Si on procède de façon très très méthodique. Après, il y a plein d'autres façons possibles de procéder. Bien, ensuite, nous allons commencer à rentrer dans le design. Alors, dans le design, les planètes ont des mots-clés un petit peu différents. Mais en gros, on va retrouver des choses très très similaires. Le soleil, vitalité, pouvoir, volonté, l'ego et le leadership. La terre, donc la base, la fertilité, l'évolution, le design, la racine. La lune, les sentiments, l'instinct, le changement, le corps. Le nœud nord, c'est là où on va, alors que le nœud sud représente là d'où on vient. Mercure, le mental, la conscience, la communication, la vie mentale, ce qui se rapproche donc beaucoup de ce qu'on a vu en astro. Vénus, c'est l'art, l'esthétique, les valeurs et les relations. Mars, l'énergie, le pouvoir, le désir, l'affirmation, l'agressivité. Certains disent que le Mars côté design représente aussi une des blessures originelles. Bon. Jupiter représente l'expansion, les opportunités, les affaires matérielles. Saturne, la limitation, la retenue, la contrainte, la discipline, la focalisation, éventuellement la douleur. Là où Uranus va représenter la transition, la révolution, l'instabilité et l'invention. Neptune est plutôt pour l'imagination, les phénomènes psychiques, éventuellement la confusion et les drogues. C'est pas automatique, mais c'est possible. Et Pluton va représenter la régénération, la compulsion, le renouveau et l'intention. Alors après, on peut creuser tout ça évidemment encore plus. On peut aussi faire la distinction entre les activations côté personnalité et côté design.
Mais encore une fois, ça dépasserait ici le cadre de notre atelier, donc on verra ça une prochaine fois. Donc on a ici un premier petit mandala, on en verra un plus grand, un peu plus tard, qui nous montre qui commence à nous montrer un peu le rapport entre l'astrologie et le design. Donc il est vraiment très petit, mais je vais vous en parler là brièvement. Donc, les activations en noir représentent les activations du moment de la naissance, alors que les activations indiquées en rouge vont représenter les activations qui se font 88 degrés solaires avant la naissance, c'est-à-dire à peu près 3 mois avant la naissance. Parce que dans le design, on considère que c'est à ce moment-là que la conscience rentre dans la matrice et met sa première empreinte dans le corps. C'est pour ça que le côté design, le côté rouge représente le corps, la matrice, là où l'aspect personnalité noire représente plutôt le côté conscient, le côté auquel on s'identifie. Donc ici, sur ce, alors je ne sais pas du coup du tout de qui est ce thème-là, j'avoue. C'est un manifesteur émotionnel, mais ce n'est pas moi. Bref, peu importe. Donc on voit ici les activations des planètes. La couleur des faisceaux représente simplement la porte dans laquelle la porte est donc le centre dans lequel se situe l'activation en question. Et donc là, on voit qu'on a disposé les 64 hexagrammes du Yi King dans un certain ordre, pas de 1 à 64, mais dans un certain ordre. On a les hexagrammes ici, le numéro de la porte là, superposé au disque zodiacal, et donc une activation. Donc cette personne, c'est tellement petit que cette personne a son soleil conscient ici en scorpion, en maison 1, justement, en scorpion en porte 1. Donc c'est pour ça qu'ici on a le symbole du soleil en scorpion, signe du scorpion, et cette position dans le scorpion correspond à la porte 1, avec une ligne aussi précisément, donc sauf que le symbole du mandala ne représente pas la ligne précisément, mais ça on le verra un petit peu plus tard. Donc cette activation du soleil en scorpion, porte 1, active ici, la porte 1 dans le centre G. C'est pour ça que le faisceau est jaune, parce que classiquement, le centre G est représenté en jaune. Donc voilà une rapide premier aperçu de comment fonctionne le rapport entre l'astrologie et le design. Je voulais vous présenter aussi une série de diagrammes que j'ai fait qui montrent la correspondance entre les signes et les portes. Alors, pareil, je vais vous passer ça assez rapidement. Il y aurait encore aussi évidemment beaucoup de choses à dire. J'ai fait ça simplement moi pour me rendre compte de à quoi ça correspondait vraiment. Parfois, il y a des choses qui sont très évidentes et très intéressantes, et d'autres où on voit pas forcément trop la logique comme ça à première vue quand on n'a pas le détail des portes. Donc, les portes du bélier, bon, elles ont plusieurs endroits différents. On pourrait voir dans les détails que ce sont peut-être des portes qui sont très associées à l'énergie du bélier. Bon, j'avoue que sur le bélier, c'est pas forcément évident. Sur le taureau, déjà, c'est plus intéressant parce qu'on remarque que toutes les portes du taureau, ou presque, sauf la 27, sont situées sur ce canal central ici, qui est un canal individuel, où on retrouve donc cette énergie du taureau. Ma sœur se marre à côté parce qu'elle est taureau. Où on retrouve cette énergie du taureau à foncer et à rester sur sa voie, sur sa trace, et à pas en démordre. Donc toutes ces portes du taureau, quand je dis porte du taureau, donc, si je reprends mon symbole ici, ce sont toutes les portes, il est où le taureau? Ce sont toutes les portes qui vont être ici, situées dans la part du disque des hexagrammes qui correspond au signe du taureau. Donc, un bout de la 3, la 27, la 24, la 2, c'est écrit tellement petit, la 22 ou 23 et la 8. Donc on les retrouve ici, la 24, la 23, la 8, la 2, la 3 et la 27 qui est un peu à part. Voilà, donc ça c'était pour le taureau. Pour le gémeau, signe de communication, bizarrement, toutes les portes du gémeau se retrouvent presque dans la gorge. Voilà, ça fait partie des choses intéressantes. Le cancer, bon voilà, c'est déjà un petit peu moins évident, c'est un peu plus réparti. Le lion, c'est pareil, on retrouve des choses qui ne sont pas forcément aussi évidentes que ça. Dans la Vierge, ce qui est remarquable, c'est qu'on a 3 canaux entiers. Bon, voir éventuellement ce que ça dit. Alors, en Balance, déjà, on a quelque chose aussi de très intéressant, c'est que la plupart des portes de la Balance sont situées dans le centre splénique, qui représente entre autres l'intuition et le système immunitaire, en sachant que la Balance, elle est là pour dire comment je me situe face à l'autre. Et le système immunitaire, c'est tout à fait ça. Le système immunitaire nous dit qu'est-ce qui est à moi et qu'est-ce qui est à l'autre. Qu'est-ce qui est moi et qu'est-ce qui est autre et que je dois potentiellement rejeter parce que potentiellement dangereux.
Donc j'ai trouvé ça intéressant que les portes de la Balance soient situées, dans le centre splénique. Le centre du Scorpion, bon, on a du splénique, on a du circuit individuel aussi, bon, pas forcément aussi net que ça. Le Sagittaire, bon, on a 3-4 portes du Sagittaire dans le sacral, quand même l'énergie de feu, c'est intéressant. Capricorne, Capricorne, signe de terre, très minéral, très basique. On a 4 portes du Capricorne dans le centre racine. C'est quand même aussi intéressant à remarquer, mais pas seulement, puisqu'il y a aussi la 61 qui est dans le centre de la tête. Et avec le Verseau et le Poisson, là, on rentre dans le domaine de l'émotionnel, avec donc 2 portes du Verseau qui sont dans le centre du plexus solaire émotionnel, 2-3 même dans la racine. Et ensuite donc un centre, du plexus solaire qui est quasiment constitué uniquement de portes du Poisson et du Verseau. Donc c'est signe de conscience, élevée, en sachant que le plexus solaire est vraiment connu pour être ce centre à la fois de conscience et moteur, donc centre qui, met les émotions au premier plan et qui est le centre de conscience et qui est en train de se transformer et qui va prendre une position de plus en plus importante. Bon. Ensuite, je vous ai, pris ce schéma que j'ai trouvé quelque part sur internet, qui nous présente les durées de révolution et qui nous présente aussi la durée de séjour de chaque planète dans chaque, porte et dans chaque ligne. Donc je pense que maintenant vous avez compris que alors je vous ai, présenté ici, une, représentation très schématique du système solaire, en sachant qu'évidemment, j'ai pas trouvé de représentation de la position des planètes autour de la Terre. Puisque ça, c'est pas en réalité, c'est pas comme ça que ça marche. Ça, on l'utilise comme ça en astrologie et en design, mais la réalité astronomique, c'est celle-là. Donc, dans tous les cas, si on se place à partir de la Terre, qui est donc ici, on a donc notre Soleil qui tourne autour de nous, sachant qu'en vrai, c'est nous qui tournons autour de lui, mais bon, voilà, ça fait un peu des nœuds dans la tête, mais on doit pouvoir y arriver. Donc, le Soleil, il tourne autour de la Terre en 365,30 jours. C'est pour ça qu'on a des années bissextiles, parce que tous les 4 ans, on rajoute un jour. La Terre aussi forcément pareil, parce qu'elle est juste en face à chaque fois. Et donc le Soleil va rester dans chaque porte à peu près 5 jours, enfin 5,7 jours, donc entre 5 et 6 jours, et à peu près un jour dans chaque ligne. Donc c'est pour ça que quand on regarde les transits, on peut savoir que quand le Soleil rentre dans une porte, ben, on en a à peu près pour 6 jours où il va rester dans cette même porte et il va faire une ligne par jour à peu près. La Lune, elle, c'est beaucoup plus rapide, puisque je vous ai dit dans le dernier atelier que la Lune fait le tour du cycle du disque zodiacal en un mois. Donc, si elle fait le tour en un mois, elle fait donc une révolution en 29,5 jours. Et elle reste à peu près une demi-journée dans chaque porte et 0,08 jours dans chaque ligne. Donc ça, c'est vraiment la planète qui se déplace le plus vite. C'est pour ça que si vous faites la carte de quelqu'un et que vous avez sa date de naissance, mais pas son heure, c'est la Lune qui peut changer. Ben, tout peut changer parce qu'évidemment, sur le cours d'une journée, le Soleil peut changer de porte, tout peut changer de porte. Mais si vous faites la carte à plusieurs heures de la journée pour vérifier, ce qui va changer le plus, en général, c'est la Lune. Et il suffit que la Lune passe d'une porte importante à une autre, ben, on peut changer carrément de type sur une journée. Donc, faire une carte de quelqu'un en design sans avoir l'heure précise de naissance, c'est comme en astro, ça nous supprime, ça nous enlève l'ascendant, qui nous enlève toutes les maisons, donc c'est quand même important. Et en design, ça fait qu'on peut se retrouver avec une carte complètement erronée, donc à manier avec beaucoup de précautions quand on n'a pas l'heure précise. Ensuite, les nœuds font un cycle de 18 ans à peu près. Mercure, un cycle de 88 jours. Et à partir de Mercure, on commence à voir les nœuds aussi en réalité, mais ça c'est moins important. À partir de Mercure, on commence à pouvoir parler de rétrogradation. Alors, rapidement sur la rétrogradation, le phénomène de rétrogradation est basé sur une illusion d'optique qui est que l'ellipse que dessinent les planètes autour de la Terre, entendez les guillemets, fait qu'à un moment de leur course, ces planètes ont l'air de revenir en arrière. Évidemment, elles ne reviennent pas vraiment en arrière, tout le monde tourne toujours dans le même sens, à peu près, parce que Pluton, il fait un peu, enfin, si, il tourne dans le même sens, mais pas sur la même ellipse. Mais bon, peu importe, tout le monde tourne toujours dans le même sens, simplement, vu de la Terre, on a l'impression à certains moments que les planètes reculent. C'est ce qu'on appelle une phase de rétrogradation. Les phases de rétrogradation de Mercure durent à peu près 21 jours.
Et vu que Mercure, c'est la communication et les échanges, c'est en général le moment où l'ordi plante, il y a des quiproquos, on ne se comprend pas avec les gens, on envoie un message, il n'arrive pas. C'est le genre de choses qui peut arriver. Donc cette énergie rétrograde, c'est toute cette énergie où on est plutôt dans la retenue plutôt que d'avancer. Là, par exemple, autour du 12, entre le 12 et le 15 novembre, Mars est redevenu direct, donc il a connu une phase rétrograde de donc 3 mois, comme c'est indiqué là, 2 ou 3 mois cette fois-ci. Et donc autour du 12-15 novembre, Mars est redevenu direct et là, pour beaucoup de gens, on a senti quelque chose qui se remettait en mouvement après 2 ou 3 mois un peu de retenue et de quelque chose d'un peu passif. Donc voilà pour, Mercure, Vénus 224 jours pour faire le tour, Mars 687 jours pour faire le tour, donc vous avez à chaque fois le nombre de jours dans une porte. Et après, plus on va loin, évidemment, plus, on s'éloigne, vers les confins du système solaire, plus les planètes sont éloignées et donc plus elles sont longues à faire le tour. Donc Jupiter, presque 12 ans pour faire le tour, Saturne, 29 ans, entre 28 et 30 ans selon les phases de rétrogradation et cetera. C'est ça qui va nous permettre de calculer ce qu'on appelle le retour de Saturne. Le retour de Saturne, c'est donc le moment où, dans un thème, Saturne revient exactement au même point où il était au moment de la naissance. Donc pour ça, on prend la carte natale et on regarde les transits qu'on va voir juste après. Heu, les transits, c'est simplement on superpose sur la carte natale la position des planètes à un moment donné. Et au moment où Saturne du transit, c'est-à-dire actuel, revient au même endroit où il était au moment de la naissance, c'est ce qu'on appelle le retour de Saturne, qui donc se produit autour de entre 28 et 30 ans, selon les gens, selon les périodes de rétrogradation, et cetera. Et c'est donc un moment marquant qui, pour les notamment les personnes qui ont un profil ligne 6, va marquer un point important dans le thème. Donc c'est pour ça qu'on parle de retour de Saturne. C'est une option, une date que vous avez indiquée dans l'option, Human Design App que je vous présenterai juste après. Le cycle d'Uranus est de 84 ans. C'est pour ça que dans l'application et dans le design, on utilise le moment de l'opposition d'Uranus, parce que le cycle d'Uranus est beaucoup plus long. Donc le retour d'Uranus à 84 ans, tout le monde ne va pas le connaître malheureusement. Par contre, a priori, l'opposition d'Uranus, où donc Uranus sera en face, en opposition à la position qu'il avait au moment de notre naissance, va indiquer un moment particulier, qui est donc se produit autour de 42 ans à peu près, puisque c'est la moitié du cycle de 84 ans. Et c'est un moment, où on va rentrer vraiment dans une phase d'individuation poussée, où en général il se passe des choses, où on revient vraiment, on est censé revenir sur notre voie à nous et pour sortir d'autant plus du conditionnement dans lequel on a pu être. En sachant donc que cette planète Uranus, qui a été découverte comme je l'ai dit tout à l'heure en 1781, a marqué le début du design moderne, on va dire, du passage de l'être humain à 7 centres, donc les 7 chakras traditionnels, à l'être humain à 9 centres tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est pour ça que, cette date de 1781 est très importante. C'est ce moment de la découverte d'Uranus et du passage d'un être à 7 centres à un être à l'Homo sapiens in transitus, donc à 9 centres avant le passage, au rave qui va donc arriver encore un peu plus tard autour de 2027. Donc c'est pour ça que faire la carte en design de quelqu'un qui est né avant 1781, ça fonctionne pas en fait. Parce qu'à cette époque-là, le système énergétique ne fonctionnait pas de la même façon. On n'avait que 7 centres au lieu de 9. Et tout ça, c'est le moment de bascule s'est fait au moment de la découverte d'Uranus. C'est le moment aussi où on est passé de cycles saturniens, où on avait plutôt des cycles, autour de 30 ans, où à 30 ans, on est censé être adulte et puis, à 60 ans, on est censé être quasiment mort, enfin selon les périodes et les lieux, mais c'était plutôt les espérances de vie, c'était plutôt ça. Alors qu'en rentrant dans le cycle d'Uranus, on rentre dans des cycles un peu plus lents où l'âge adulte se fait plutôt autour de 42 ans, au moment de l'opposition d'Uranus. Donc c'est pour ça qu'en design, on fait cette distinction entre la phase saturnienne et la phase, uranienne. Neptune a des cycles encore plus longs, 164 années pour faire le tour, donc 940 jours dans une porte, ça fait presque 3 ans au final. Et Pluton, alors là, carrément 247 ans pour faire le tour et 1413 jours dans une porte, 235 jours dans une seule ligne. C'est pour ça que quand Pluton change de porte, ça fait certaines activations qui durent très, très, très longtemps. Et vous voyez d'ailleurs au passage l'autre symbole de Pluton dont je vous parlais, le P et le L en même temps.
Et là, on voit aussi donc un petit tableau, les durées approximatives de rétrogradation de chacune de ces planètes. Donc, ce qui nous permet de voir les transits. Alors, je vous ai mis là donc une carte de transit en astro où on a à l'intérieur le thème natal. Donc ça, c'est le mien, tout simplement. J'ai pris le premier qui me tombait sous la main. Donc thème natal avec donc mon soleil en Verseau, ma lune en Lion ici, mon Uranus en Scorpion juste sur l'ascendant. Et ce jour-là, donc ça devait être autour du 9 novembre, le jour où j'ai préparé cette présentation, Soleil rencontrait mon Uranus ici. Donc, que vous dire de plus? Mon retour de Saturne, il est déjà derrière moi, puisque quand j'avais 30 ans, le Saturne, alors à l'intérieur, on a toujours les planètes du natal, et à l'extérieur, les planètes transit. Donc, au moment du retour de Saturne, le Saturne transit se trouvait ici, c'est-à-dire à l'aplomb de mon Saturne natal. Et là, par contre, je m'approche petit à petit de mon opposition d'Uranus, ce qui vous donne une idée de mon âge si vous avez suivi. Donc, on a l'Uranus natal qui est ici et l'Uranus transit qui est ici. Donc, une fois qu'il sera ici, d'ici, on va dire, une année à peu près, je vais connaître donc ce qu'on appelle l'opposition d'Uranus, où l'Uranus de transit est opposé à l'Uranus natal. Alors, dans les autres phases intéressantes aussi, moi j'ai connu il y a quelque temps le carré de Pluton. Donc, mon Pluton natal est ici en Balance et le Pluton transit. Alors, vu que Pluton est très très lent, les transits de Pluton, on les considère au moment où ils sont le plus précis. Parce que un transit, par exemple, je sais pas, de Mars, qui fait le tour en 687 jours, c'est pas le même qu'un transit, pardon, de Pluton qui fait le tour en 247 ans. Donc, on ne considère pas la même vitesse, donc on ne considère pas la même précision de rencontre. Donc, en général, autour de 30, entre 38 et 40 ans, le Pluton qui était donc à la naissance ici a avancé suffisamment pour se trouver en carré à sa position initiale. Donc, le carré de Pluton en lui-même, en général, c'est aussi une phase, un moment intéressant. Donc, les transits en astro se présentent de la façon suivante qu'on a ici. Et en design, dans l'application Human Design App que vous avez ici. Alors, l'application transit et alors les transits courants, les transits actuels sont présentés dans l'application par défaut. Par contre, l'option qui vous permet d'appliquer les transits à n'importe quelle carte donnée, ça c'est une option payante qui doit coûter entre 6 et 8 euros, quelque chose comme ça. Donc là, vous avez les transits du moment. Donc, vous avez cette liste qui représente la position des planètes en porte et en ligne à une date et une heure donnée. Donc, là, 10 novembre 2020 à 13h29. Ce jour-là, à cette heure-là, les planètes qui sont indiquées ici étaient dans cette position-là. Et évidemment, on a du coup que l'activation en noir, l'activation côté personnalité, parce que là, on ne considère pas la naissance de quelqu'un, donc on n'a pas besoin de regarder l'activation côté design, côté rouge. Donc ça, ce sont les activations du moment. Et ce petit curseur ici sur le côté va nous permettre d'avancer ou de reculer dans le temps de à peu près 5 jours vers l'avant et 5 jours vers l'arrière. Et donc, avec l'option qui nous permet d'observer tout ça sur la carte de qui que ce soit, on a donc ces activations du moment qui se trouvent activées, qui se trouvent dessinées en vert, et les activations de la personne en bleu. Et donc, on va pouvoir voir si ça fait une différence. Par exemple, pour moi qui suis manifesteur, ce jour-là précisément, j'ai une planète qui active ma porte 14, je ne sais jamais laquelle c'est, mais c'est juste mon soleil design. C'est juste un tout petit truc qui ne sert à rien dans un coin. Donc mon soleil design active ma porte 14 de naissance, on va dire, et ce jour-là, la Terre activait la porte 2, ce qui fait que donc ce jour-là, activation de la porte 2, activation de la porte 14, ça active le canal de 14 et donc du coup ça a activé mon sacral. C'est pour ça que ce jour-là, j'avais un petit peu plus d'énergie que d'habitude et c'est pour ça que ce jour-là, j'étais en train de préparer ma présentation d'astrologie pour le design humain. Voilà. Donc sur cette superposition, ça nous permet de voir donc les activations du transit du moment et voir ce que ça fait comme activation pour notre carte ou pour la carte de quelqu'un en particulier. Les activations assurées sont celles qui sont à la fois
du côté natal et du côté des transits. Voilà, est-ce qu'il y a autre chose à dire par rapport à ça? Évidemment, il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais on ne va pas s'éterniser là-dessus. Donc là, je voulais vous représenter encore une fois le mandala un peu plus grand et un peu plus précis. Donc on retrouve la représentation de la carte de la matrice énergétique, du schéma corporel, il y a plusieurs façons de le dire, chart en anglais, mais pas chart en français. En français, c'est encore autre chose. On va dire carte, schéma corporel, etc. Donc avec les 9 centres, les 64 portes qui représentent, alors les 9 centres qui correspondent plus ou moins, comme on l'a dit, au chakra, sauf que donc il y en a 9 au lieu de 7. Les 64 portes qui correspondent aux 64 hexagrammes du Viking, qu'on a donc superposés au disque zodiacal, et donc en fonction de chaque position de planète, ça va activer, ouvrir une porte qui va donc se retrouver activée dans le schéma. Et si la porte d'en face est aussi activée, ça va activer le canal entre les deux, et donc ça va activer aussi les deux centres en question. C'est pour ça que sur une carte en design humain, il ne peut pas y avoir un centre activé, puisque l'activation se fait toujours par un canal. En sachant qu'une activation de porte a une énergie, l'activation d'une autre porte a aussi une énergie, et l'activation du canal entre les deux a aussi encore une énergie. C'est le principe du 1 + 1 = 3. Et c'est pas qu'une porte qui n'a pas la porte en face est forcément bridée, empêchée, etc. C'est une énergie qui va s'exprimer sous forme de potentiel, de préférence quand la porte d'en face est activée, mais qui a quand même une façon de s'exprimer. Voilà, et donc ici, les portes sont représentées en fonction de la couleur du centre associé. Donc porte 10 dans le centre G qui est jaune, donc elle est jaune. Porte 58 dans le centre racine ici, donc elle est marron, etc., etc. La couleur est donc toujours la même. Et en fonction de votre schéma, les centres seront indiqués soit en couleur, donc toujours la même couleur, soit en blanc s'ils ne sont pas activés. Donc je reprends ici ma carte. Donc ma carte en astro, alors tout à l'heure, elle était représentée pour les transits telle qu'on la représente habituellement, avec mon ascendant ici, donc en Scorpion, avec donc maison 1, maison 2, etc. C'est pour ça qu'on l'oriente de telle façon à avoir l'ascendant toujours présenté ici à 9 heures. Là, je voulais simplement indiquer 100 maisons. Ça, c'est une option qui est dans mon application d'astrologie, Aquarius to go, où on représente donc par définition, par convention plutôt, le signe du bélier à 9 heures. Et donc là, on a la même chose sans les maisons. Et du coup, on retrouve les positions planétaires, puisqu'on a ici aussi le bélier qui commence le disque ici. Donc on a les activations planétaires. On a par exemple donc le soleil ici en verseau, ici en porte 49. Donc on retrouve ici notre soleil en verseau, et donc on sait du coup que ça correspond à la porte 49. C'est pour ça, et ça c'est le moment important de l'atelier, c'est pour ça qu'en design, on dit j'ai mon soleil en porte 49, et pas le contraire. C'est pas la porte 49 qui est dans le soleil. Le soleil, c'est le soleil qui bouge. La porte 49, elle bouge pas. C'est le soleil qui visite la porte 49, et c'est le soleil qui active la porte 49. Donc j'ai le soleil dans ma porte 49. Voilà. Petit clin d'œil à quelqu'un qui se reconnaîtra. Il y a beaucoup de gens que j'entends dire ça assez régulièrement. J'ai la porte 14 dans ma Vénus. Non, c'est le contraire. Enfin, peu importe. Disons que ça permet, voilà. Ce que je voulais vous transmettre, c'est que vous voyez comment ça fonctionne, comment l'activation des planètes va activer la porte, et aussi donc la ligne, mais là sur ce schéma-là, c'est pas indiqué, pour après donc activer les portes dans le schéma, et donc activer les canaux, etc., et les centres. Donc là, je reprends encore une fois l'exemple de ma carte à moi, où on a donc dans le logiciel MMI, le logiciel de Jovian, ça se présente comme ça, où on a donc le type, le profil, la définition, l'autorité, etc. Et où on a donc les deux colonnes, pardon, d'activation. Les activations conscientes en noir du côté personnalité, les activations inconscientes en rouge côté design, en sachant qu'on peut aussi représenter les deux. On peut aussi faire une représentation en n'ayant que les activations conscientes ou que les activations inconscientes. Ça donne aussi des informations importantes, intéressantes, mais en sachant que ce que nous sommes, c'est vraiment la synthèse, c'est même pas la synthèse, c'est la superposition de ces activations
côté personnalité en noir et côté design en rouge. Alors je vous entends déjà demander que représentent ici les petites flèches. Les petites flèches représentent ce qu'on appelle les exaltations, petites flèches vers le haut, ou les détriments, petites flèches vers le bas. C'est-à-dire pour chaque planète, et il me semble aussi pour chaque ligne, mais ça j'en suis pas sûre. En tout cas pour chaque porte et pour chaque planète, il y a certaines combinaisons qui sont considérées comme étant particulièrement bénéfiques et certaines combinaisons qui sont considérées comme un peu moins bénéfiques. Donc par exemple, avoir Mars dans la porte 13, c'est considéré comme pas forcément très bénéfique. Mais faut pas trop s'attarder là-dessus non plus, c'est pas déjà une fatalité, simplement peut-être un point de vigilance sur certains aspects. Que dire d'autre? La croix d'incarnation. Alors la croix d'incarnation, mmh, elle est constituée, si on reprend ici mon schéma ici, 49 4 14 8, 49 4 14 8. Donc soleil personnalité, terre personnalité, soleil design, terre design. Pourquoi ça s'appelle une croix d'incarnation? Alors c'est moins évident ici parce qu'on a tout en même temps, mais on a ici le soleil personnalité, juste en face, par définition, la terre personnalité, donc 49,4 et 88 solaires avant. Donc on remonte le thème de à peu près 3 mois, à peu près 90 parce que c'est 88. On tombe sur le soleil design et juste en face, on a la terre design. Donc si on regarde bien, ça fait une croix. Donc soleil, terre, personnalité, soleil, terre, design. Et donc, c'est cette croix qui représente qui contient les 4 portes les plus importantes pour notre schéma, qui représente notre mission de vie, le chemin que l'on fait dans cette vie, heu, qui donne évidemment des informations intéressantes, mais on ne va pas non plus chercher à comprendre complètement à fond ce que ça représente, parce que parfois c'est expliqué d'une façon un petit peu énigmatique. De toute façon, il n'y a pas à s'en inquiéter. Si tout va bien, si on est aligné, qu'on suit notre stratégie, notre autorité, ben, on va, aller sur ce chemin-là de toute façon. Enfin, on y est déjà en général, sans s'en rendre compte. Là, je vous ai fait simplement une capture d'écran de l'application pour le téléphone, donc Human Design App. Moi, je l'utilise en anglais, mais il y a une option pour la passer en français qui est gratuite. Simplement, c'est une traduction automatique, donc il fait parfois des trucs un petit peu bizarres. Donc on retrouve ici la liste des planètes avec les positions noires design, pardon, personnalité, et les positions en rouge design. Ici les variables et la croix d'incarnation, c'est moi qui l'ai rajouté, c'est pas dessus. L'avantage de cette application, c'est que quand on clique au fur et à mesure sur les différents éléments du thème, on a les différents éléments de la carte, pardon, on a les indications sur ce que représente tel centre, sur ce que représente telle porte, etc. Et puis après, normalement, il y a un petit bouton ici avec lequel on peut accéder aux options. Voilà, donc je suis arrivée, au terme de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Si vous avez trouvé tout cela intéressant, vous pouvez, me faire un don PayPal. Moi, je donne comme indication une valeur entre 10 et 20 € par atelier, mais vous pouvez donner plus ou moins ou rien du tout ou ce que vous voulez. Vous pouvez me trouver sur PayPal avec mon adresse email fabienne.hurtal@gmail.com et si vous préférez un virement bancaire, je vous envoie mon RIB sans problème. Oui, sur PayPal, si vous, quand vous faites un don PayPal, si vous pouvez préciser: «Je fais ce don pour envoyer de l'argent à un ami et non pas pour payer des services à un professionnel», ça permettra d'éviter les frais, qui me sont imputés à moi quand je reçois un don qui est considéré comme un paiement de services professionnels. Alors que si vous dites que vous envoyez de l'argent à un ami, il y a pas de frais. Voilà, c'est c'est la logique de PayPal, il y a pas à chercher à comprendre. De toute façon, on va dire que par principe, je suis votre ami. Voilà. Donc je vais conclure là-dessus pour maintenant et couper l'enregistrement et ouvrir donc ensuite la voie aux questions et je vous remercie. À bientôt.